Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Timothy Campbell, Tim Campbell de son court nom, technique d'éducation spécialisée, Stacy DeWolf, anglais, Carl Laroche, biologie, et Sonny Ruffalo, chimie. Ils ont reçu un Il a une bourse pour implémenter l'implémentation de rubriques vidéo à travers les différents programmes à Vanier College. C'est une bourse qu'ils ont reçue. En hiver 2025, ils ont collaboré pour explorer différents logiciels et raffiner la création de rubriques vidéo. À l'automne 2025, ils ont implémenté ça dans leurs cours et ont fait des recherches sur leur efficacité au niveau des étudiants. Ils ont fait beaucoup de bon travail. Mesdames et messieurs, bon webinaire. Vous voyez mon écran comme il faut? Oui, parfait. Alors, merci beaucoup. Et Jade, avant de commencer, je vous ai envoyé un chat où Sané est là, mais Carl a de la misère à connecter. Peut-être que vous pouvez lui envoyer quelque chose. Merci Nicole et l'équipe d'AQPC de nous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Comme Nicolas a dit, on est une équipe de profs à Vanier. On travaille ensemble. On est heureux d'être ici avec la QPC pour parler davantage de notre projet sur les rubriques vidéo qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer en parlant un peu de rubriques vidéo. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a décidé d'embarquer dans ce projet. Et chacun des quatre, on va parler de ce qu'on fait dans nos cours et dans nos disciplines. On va parler un peu du processus de créer les rubriques vidéo. Et on va prendre vos questions et aussi ma compréhension, c'est qu'il y aura une période questions-réponses à la fin, mais si vous avez des questions à mesure que la présentation avance, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions-réponses et on y répondra. Alors, c'est d'abord utile de vous expliquer qu'est-ce que c'est une rubrique vidéo. Alors, l'idée ici, c'est que on a une vidéo interactive qui couvre les attentes ou qui explique les attentes ou les ressources nécessaires pour faire une évaluation. Les étudiants regardent ça et ils participent avec la rubrique. Alors, on a des discussions avec les étudiants. La façon la plus efficace, c'est qu'on a dit que c'était obligatoire pour être évalué. Alors, bien sûr que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme obstacle pour donner des notes, mais on exprime aux étudiants que c'est une étape importante qui va les aider dans leur progression. Alors, quand ils regardent la vidéo, on leur pose différentes questions. Ça peut être des vrais-faux, des choix de réponse, ça peut être courtes réponses ou réponses multiples ou questions à réponse plus longue qui les aident à interagir avec la vidéo, qui expliquent qu'est-ce qu'ils ont accompli, les étapes qu'ils ont complétées et dans le processus de terminer leurs assignations, leur travail. Alors, si une image vaut 1000 mots, une vidéo, c'est au moins 2000. Alors, je vais vous montrer une courte vidéo de 1 minute, une rubrique que j'ai utilisée dans le passé. Et ça va vous donner une bonne idée et vous assurer de bien soumettre votre travail. Et ici, on a un rapport d'observation, analyse de données. Vous mettez votre nom et les dates que vous allez envoyer ça à votre superviseur. La première en tête, reliée, c'est la place, la date, le temps de l'observation. Alors, je voulais juste mettre en lumière quelques éléments de cette vidéo. Premièrement, l'idée, c'est que vous pouvez voir l'enseignant en haut à droite de l'écran. Il y a différents points d'arrêt naturel dans les vidéos où la vidéo arrête et on pose des questions aux étudiants. C'est essentiellement le prof qui parle par-dessus
un document. Ça peut être un PowerPoint, une présentation PowerPoint ou un document Word. Et pendant que les étudiants écoutent la vidéo, ils reflètent sur le travail qu'ils ont fait ou peut-être vont entreprendre. Et donc, l'intention initiale, c'est que c'était une dernière étape, un document de dernière étape avant de soumettre leur travail. Mais les étudiants utilisent ça à différentes étapes à travers le processus de production de leur travail. Alors, le projet a commencé vraiment avec une réalisation, qu'il y avait des enjeux avec les rubriques statiques. Alors, souvent, on donne à nos étudiants une rubrique avec les outils d'évaluation pour qu'ils puissent le savoir des semaines à l'avance. Les étudiants oublient ces documents ou oublie de regarder, il n'était pas présent peut-être quand on a présenté les documents d'évaluation. Souvent, les étudiants disent qu'ils ne font pas le travail quand ils ont accès à leur prof. Et donc, ça peut être utile d'avoir un guide pour les aider avec leurs questions sur la rubrique ou sur la tâche à compléter. Et finalement, on voit que les rubriques sont souvent utilisées post-facto. Alors, et les étudiants veulent savoir pourquoi ils ont une certaine note. On regarde une rubrique avec eux et on s'est dit pourquoi ce ne serait pas le contraire, de faire en sorte que la rubrique serait quelque chose qui peut les aider avant d'accomplir leur travail et à arriver à leurs objectifs au niveau de leur performance. Eh bien, c'est à moi. Je viens juste d'embarquer. Alors, pardon pour le pépin technique. Je suis arrivé un peu en retard. J'étais dans le labo jusqu'à midi. J'avais de la misère à me connecter. Alors, parce que je suis nouveau ici, est-ce que quelqu'un peut décrire comment où on est rendu ou qu'est-ce qu'on... c'est moi qui a fait avancer les diapos. Alors, tu vas le faire? OK. OK. Alors, on commence à décrire l'implémentation avec moi en biologie. L'idée pour moi, quand j'ai commencé ce projet, j'ai fait un peu plus avec ça que Sonny et Stacy. J'ai développé beaucoup de curriculum autour les étudiants, développer des compétences associées avec produire de mauvais rapports. Alors pour moi, c'est de compléter des petits projets dans le labo et écrire des papiers scientifiques. Et j'ai développé un curriculum. Vous pouvez voir les résultats qui fonctionnaient assez bien. Mais si quelques-uns qui participent ici enseignent la science, il y a un nouveau programme de science, les choses ont changé. Et ce que je faisais avant ne fonctionnera pas. Le labo de biologie n'a pas le temps pour tout ce curriculum élaboré que je faisais avant. Et en même temps, Tim m'a approché et avec cette idée, j'ai dit pourquoi pas? Ça pourrait être une solution très élégante et efficace pour arriver au même résultat, mais avec beaucoup moins de temps. Alors, c'est ce que je fais. Un utilisateur de Moodle très chevronné. Pour moi, j'utilise Moodle, même avant la pandémie. À travers la pandémie, certainement, j'utilisais Bloom pour faire beaucoup de vidéos. Alors, j'ai de l'expérience avec ça. J'ai de l'expérience avec H5P aussi. Alors, c'est l'approche que j'utilise pour créer ces grilles de correction vidéo pour mes étudiants. Et j'ai les ressources aussi que j'avais développées, les grilles vidéo de correction que j'ai et les annotations et les notes que j'ai prises en vue de l'essai que je veux que mes étudiants écrivent. Et depuis ce temps, j'ai adapté tout ça dans ce nouveau système. Alors, on ne fera pas jouer la vidéo, je pense, mais c'est un exemple. Avec une image terrible de moi, je l'ai dans l'écran. Mais il y a ma grille de correction avec mon visage qui explique la grille de correction et ce qu'ils doivent faire. Les étudiants dans le passé ont suivi ces grilles, mais
Mon curriculum vraiment avait une pratique physique et du feedback et on avait le temps et maintenant, c'est pas le cas. Alors maintenant, je présente ça à mesure qu'il voit la grille de correction. Ça a bien fonctionné. Le dernier semestre, j'ai fait ça. Ça a très bien fonctionné. Mais on va passer au prochain point qui c'est que j'enseignais dans une cohorte en sciences. C'est probablement la cohorte la plus forte, extrêmement motivés et c'était pas difficile de les faire participer et ils ont vraiment aimé l'exercice et ça a très bien fonctionné. Et ils ont utilisé ces ressources à profusion et ils les ont trouvées très utiles. Alors j'étais très heureux. Comme vous voyez, vous allez apprendre du reste de l'équipe, je n'enseigne pas un cours de haut niveau ce trimestre et on travaille sur ce projet euh, donc, c'est pas mon cohorte à haut niveau, honors, mais je regarde leur travail en ce moment et les résultats sont très encourageants. Pas aussi forts que l'autre cohorte, mais les étudiants utilisent les ressources à bon escient et ils font très bien. Euh, donc, ce que j'avais avant, je dirais, ce qui est bon, c'est que je n'avais pas le même appui que j'avais, le même support, mais c'est pour remplir les écarts avec ça. Ça, ce que vous voyez à l'écran, je les ai améliorés, ces points, depuis le dernier semestre et ça fonctionne beaucoup mieux, toutes ces choses-là que j'ai améliorées, que vous voyez sur la page. Et on va voir les étudiants de ce semestre si ça s'est vraiment amélioré ou s'il y a d'autres améliorations à faire. Je pense que c'est tout pour moi. Alors, je suis un prof de chimie et j'ai utilisé des vidéos dans le passé, mais je n'ai jamais utilisé une vidéo pour expliquer un exercice ou une tâche particulièrement. J'ai utilisé ça même avant la pandémie. J'utilise ça beaucoup à décrire des procédures pour les étudiants avant de venir au labo. Et selon moi, les étudiants qui écoutent les vidéos sont beaucoup mieux outillés pour les labos. Et donc, je pensais que ce serait une bonne prochaine étape pour voir si ça peut les aider avec leur écriture dans le labo de la production de rapports. Alors, j'ai approché ça un peu différemment de ce que Carl a fait. Je n'ai pas fait une grille de correction vraiment, mais j'ai utilisé les vidéos comme un guide, une ressource pour les aider, pour expliquer ce que étaient mes attentes, au lieu d'expliquer exactement le tableau d'évaluation pour chaque tâche ou pour les différentes sections du rapport de laboratoire. Alors, en termes de mon processus, c'était beaucoup similaire à ce que j'ai fait avant euh, avec mes vidéos instructifs de labo. J'aurais fait des vidéos enregistrées. C'est assez confortable pour moi avec PowerPoint et pouvoir me montrer le visage dans le coin de la page, mais je n'utilisais pas un de notes vraiment. Si je faisais des erreurs, j'arrêtais. Et parce que je suis assez confortable à faire du montage avec Microsoft ClipChat. Et c'était assez facile de faire un enregistrement et ensuite faire le montage vidéo après. Alors j'avais des vidéos quand même assez longues au début, mais faire le montage et après coup pour être sûr que toute l'information était bien présentée. J'ai déjà parlé de l'implémentation de tout ça. Euh, Ils ont écrit les rapports de labo, j'ai corrigé, et ce que je trouvais surprenant, c'est qu'il ne semblait pas avoir autant d'adhésion à ces vidéos que mes attentes. Et ça peut être que les étudiants sont dans une situation différente des étudiants de Carl. J'ai des étudiants de première année seulement. Et c'est possible qu'ils ne sont pas habitués d'avoir ce genre d'outils, mais définitivement, en termes de combien d'étudiants ont utilisé les vidéos
et les performances sur ces rapports de labo. J'ai pas vu de grosses différences au niveau des notes en moyenne de l'année dernière où j'avais pas ces vidéos, ces grilles d'évaluation vidéo et cette année où je les ai. Mais je vais parler de mes notes par la suite. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, on essaie tous d'expliquer le processus derrière tout ça et on voit différents niveaux d'adhésion. Alors, j'enseigne en technique d'éducation spécialisée et j'enseigne un cours de première année où les étudiants apprennent à remplir ces rapports d'observation, l'analyse behaviorale, comportementale et les profils des clients qu'ils vont utiliser quand ils seront évalués et leur expérience de stage. Alors, ce que j'ai trouvé, c'est que les rapports ont plusieurs différentes sections qui demandent plusieurs étapes et plusieurs styles d'écriture, similaires à notre équivalent d'un rapport de laboratoire. Et certains ont 5 ou 6 sections, d'autres ont 9 ou 10. Et ce que j'ai trouvé, c'est que pendant que j'ai imprimé ça, j'étais comme sur mon balcon et je me plaignais à travers le théâtre de la mezzanine. Alors, pour les étudiants, avoir un accès à ma pensée ponctuellement et aller vérifier leur progression. J'implémente ça depuis 3 ou 4 ans. Cette année, je suis heureux d'avoir cette équipe où on peut avoir cette conversation multidisciplinaire, apprendre les uns des autres, mais dans le passé, j'étais tout seul dans mon travail. Je vais partager mes résultats de la perspective étudiante de mes cohortes avec un avertissement que mes échantillons sont petits. Les nombres d'étudiants qui ont complété les sondages, 20 à 25 par semestre, et les étudiants étaient très en accord que les grilles de correction et vidéo les aident. Et j'écris ça, je produis ça, je présente ça dans la classe et il y a un écart entre leur vision de la vidéo et quand ils soumettent leur travail. Et donc, des fois, les explications étaient très claires dans la classe, mais quand les étudiants reviennent à la maison où ils font le travail, ils peut-être ont des questions. Et les étudiants sont complètement en accord qu'il y a un impact positif sur leur expérience éducationnelle. Et quand je pose la question aux étudiants, aussi pour leur demander d'élaborer sur l'impact que les grilles de correction vidéo ont sur leur expérience. Alors, ce que je m'attendais à voir, c'est que les étudiants soient appuyés académiquement. Et un bénéfice, c'est que les étudiants ont baissé leur niveau de stress et augmenté leur sens de contrôle et leur confiance au niveau du travail à faire. Alors, ça m'a donné c'était une grande aide de pouvoir comprendre les attentes du prof et que le prof est disponible dans la vidéo et que l'information est là. Et tout ça, c'est dans la proposition du projet qu'on a produit, c'est que la face du professeur soit présent pour ajouter une touche humaine. L'engagement avec le professeur, on aurait dit que c'était de l'enseignement 1 à 1. Si on peut faire du travail asynchrone comme ça, tant mieux. Alors, c'est bien parce que souvent, je ne demande pas d'aide avec la vidéo, mais la vidéo aide avec les questions que j'ai. Si c'est un obstacle pour les étudiants cognitivement ou culturellement de poser des questions en classe, ça peut aider à pallier les écarts. C'est une belle ressource. C'était très utile pour moi. Quand j'ai besoin, j'écoute la vidéo souvent. C'était très utile. Une autre chose que je ne m'attendais pas, c'est que les vidéos allaient être vues plusieurs fois. Et je pensais que c'était une vision unique, mais il y avait des individus qui ont visionné la vidéo plusieurs fois. C'est très positif parce que Tim met des jokes dedans et ça m'aide avec mon processus. Des fois, je saute des étapes et quand j'écoute la vidéo, ça m'aide avec la touche humaine, avec un peu d'humour. Et on appuie un étudiant qui n'aurait peut-être pas la capacité de planifier tout ça tout seul. Et c'est... ces grilles de correction sont en feu et c'est super jusqu'à maintenant. Alors pour moi, je trouve que c'est alarmant de penser à ça. Mais quand Tim m'a approché sur participer à ce projet, c'était il y a 1 an et demi.
Et quand on a commencé à travailler là-dessus en janvier de cette année, tout a changé pour moi comme prof d'anglais à cause de ChatGPT et Gen AI. Et donc, le premier défi, c'est que je n'avais plus les étudiants qui font du travail à la maison. Et donc, c'était vraiment différent au début de penser à utiliser ces grilles de correction vidéo, mais j'ai vu que ce changement avec les devoirs en classe, c'est difficile pour les profs et les étudiants parce que ils n'ont pas le temps de refléter sur leur travail ou faire des correctifs. On ne peut pas leur donner des questions à l'avance. Ils ne peuvent pas rien amener dans la salle de classe. Alors, je me suis dit que peut-être qu'il y avait une manière d'utiliser les grilles de correction vidéo d'une manière formative pour former les étudiants, les préparer au travail en classe, au devoir en classe. Alors, j'ai créé 3 grilles vidéo cette année, 2 paragraphes pour les préparer pour le travail en classe. Et il y avait 2 grilles vidéo où c'était des exercices de pratique en classe. Et je note le deuxième test maintenant. Et donc, j'ai pas fait le sondage formel ou l'analyse formelle du travail, mais anecdotiquement, j'ai remarqué certaines choses, incidemment, que j'avais pas l'adhésion des étudiants complètement comme je pensais, en particulier avec la grille de correction vidéo sur le formatage du travail, de bien mettre en page leur travail. C'est possible d'avoir 100% là-dessus et j'ai beaucoup d'étudiants qui ne semblent pas avoir utilisé la grille de correction vidéo correctement parce qu'ils n'ont pas bien performé sur cette portion du travail. Quand je regarderai tout ça, j'aurai la chance de voir s'il y a une corrélation entre les étudiants qui ont utilisé les rubriques, les grilles de correction, les rubriques vidéo et leur degré de performance. Alors maintenant, j'ai quand même confiance que les grilles de correction vidéo peuvent être utiles à aider les étudiants à se préparer pour ces tests en classe, mais il faudrait peut-être que je fasse des changements sur comment je développe les grilles de correction vidéo, où ils sont situés. Il y a beaucoup de questions. On espère que les sondages vont nous éclairer un peu. Si je peux prendre une minute, je vais dire que je suis arrivé dans ce projet avec aucune expérience dans la production vidéo ou le contenu interactif. J'ai jamais utilisé Moodle. Je suis l'exemple de Carl et j'utilise Bloom et j'ai utilisé Moodle. Au début, j'étais très intimidé et je suis tombé dans une procrastination. Éventuellement, j'étais acculé au pied du mur et c'était pas vraiment difficile. C'est assez amusant à utiliser et quand j'ai fini à produire ça, je voulais en faire plus, mais il n'y avait pas de raison immédiate d'en faire plus. Alors, si vous êtes une personne qui est un peu intimidée avec un projet comme ça, si vous avez quelqu'un qui peut vous servir de grand frère ou grande sœur et vous guider à travers les défis techniques, c'est assez facile une fois qu'on apprend certaines choses et c'est assez facile à produire et c'est bien amusant. Alors, on est à 75% de ce qu'on voulait faire avec la bourse ECQ. Alors, on a tous mentionné qu'on a produit toutes ces vidéos dans nos disciplines respectives. Et encore une fois, comme Stacy a dit, l'adhésion a été différente dans différentes disciplines, basée sur ce que c'est, où les étudiants sont rendus dans leur progression à travers le cégep, et il y a davantage à explorer. Les étudiants ont reçu le sondage dans ma classe et certaines des informations anecdotiques, c'est que il y avait un feedback très positif à l'endroit des vidéos. Ceux qui les ont utilisées les ont bien appréciés et les ont trouvés utiles. En termes de d'IA générative, c'est un enjeu pour les rapports de labo aussi dans les sciences. Les étudiants qui ont répondu aux questions n'ont pas dit qu'ils ont utilisé la IA générative moins.
qu'avant pour les aider. Et il y a aussi pour plusieurs étudiants, beaucoup de commentaires que j'ai reçus, que ça leur a donné une bonne idée des attentes au lieu d'un petit bout de texte dans un document. Alors, il y avait définitivement du feedback positif. Pour les autres classes, les autres cours, les sondages vont sortir plus tard aujourd'hui. Et donc, on va voir comment ça compare avec d'autres disciplines et d'autres enseignants. Alors, c'est à mon tour il y a différentes façons que vous pouvez accomplir ça, surtout maintenant post-pandémie. Il y a différentes façons de faire de la vidéo, différentes plateformes. Et personnellement, j'utilise Loom. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un m'a montré ça, je ne me rappelle pas, en 2019, je pense. Et maintenant, j'ai une banque de vidéos là-dedans. Et je trouve ça facile à utiliser et j'ai la petite appli sur mon ordinateur. Mais on utilise tous Zoom, mais on utilise tous Teams. Presque tout le monde utilise PowerPoint et c'est aussi facile d'enregistrer en Teams aussi et Zoom. Et tu pèses sur Record et c'est tout. C'est très simple à faire. Et aussi, j'ai utilisé Clipchamp pour faire du montage. Alors, c'est très intuitif et c'est assez facile à apprendre. Si vous n'avez pas d'expérience, comme Stacy a mentionné, vous commencez et vous allez trouver. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Avec Interact Questions, ça peut être plus problématique d'avoir des questions interactives. J'ai pas d'expérience avec ça. Edpuzzle, PlayPosit ou TED, mais j'ai utilisé H5P et c'est pas ça peut être un peu un défi, surtout si vous utilisez ça à travers Moodle, parce que arriver là, c'est pas intuitif. Et à Vanier, on a une adhésion à H5P. C'est un service mensuel que vous devez payer si votre collège n'a pas payé pour ça. Et on ne savait pas qu'on avait accès jusqu'à ce que un de nos conseiller nous a montré à l'utiliser. C'est pas toujours évident au début. Alors, quand vous êtes en H5P, vous pouvez essayer différentes choses et ça prend un peu de temps. Ben, c'est quelque chose qu'on peut apprendre. C'est comme Moodle. Moodle, c'est assez vaste et ça prend du temps à maîtriser, mais une fois que vous dépassez un certain niveau, vous voyez à quel point vous pouvez accomplir et à quel point le monde s'ouvre devant vous, mais ça prend un effort. Je pense pas qu'on va entrer là-dedans spécifiquement, mais je suis prêt à vous aider si vous avez des questions et vous voulez me contacter pour ça. Et mes collègues aussi, vous pouvez nous contacter avec vos questions. Alors, je renchéris sur ce que Carl dit. J'ai jamais utilisé Moodle jusqu'à maintenant. Et une fois que j'ai compris un peu comment c'est élaboré, comment ça fonctionne pour le montage et ajouter des questions avec H5P, ça devient beaucoup plus simple. Et comme j'ai mentionné avant, j'utilise PowerPoint et j'utilise Teams aussi pour faire des vidéos. Et parce que vous pouvez mettre, pas vous pouvez mettre votre visage dans PowerPoint, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on a compris et qu'on a l'habitude, surtout avec H5P, ça devient un peu intuitif et vous pouvez progresser beaucoup plus rapidement. Et je vais juste parler rapidement de d'autres options ici et pour ajouter des questions interactives. Et Edpuzzle, c'était un logiciel gratuit que j'ai trouvé. C'est un peu tempéramental, mais si vous avez un peu l'instinct pour ça, Moodle, c'est très puissant. Edpuzzle aussi, mais il y a différents logiciels. Edpuzzle, c'est l'option la plus simple. Initialement, quand j'ai commencé le projet en utilisant PlayPosit, ensuite ça a été acheté par cette grosse compagnie et la licence institutionnelle a changé et est devenue beaucoup plus chère. Mais comme Carl disait,
H5P, c'est un modèle par adhésion et j'encouragerais les gens à parler à leur administration et voir quel genre de ressources de licence que le collège a. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait représenter une bonne option pour vous. Ensuite, TED-Ed, c'est par TED Talks, la plateforme TED Talks. Et ce que j'ai vu avec ça, c'est qu'on donnerait aux étudiants une vidéo et les questions sont seulement à la fin. C'est pas au cours de la vidéo qu'on s'arrête et qu'on pose les questions. Alors, voulez-vous parler de limitation et de force de H5P? Oui, j'étais regarder les questions-réponses pour voir si je peux entrevoir les questions qui s'en viennent parce que j'ai jamais utilisé des questions ouvertes dans H5P. J'ai pas eu le contexte de les utiliser. Alors, je ne sais pas. Karine a demandé si on pouvait avoir des questions ouvertes et je ne savais pas la réponse et j'essayais de voir. Alors, disons, peut-être que c'est une limitation de H5P où vous n'avez pas des questions ouvertes, des questions à développement. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai pas vraiment repoussé les limites de H5P. Et je pense qu'une des forces, comme avec Moodle, c'est à quel point vous pouvez accomplir. Il y a beaucoup d'options là-dedans. Alors, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, c'est mettre des vidéos et mettre des questions et des petits bouts de texte qui fonctionnent très bien jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça gratte seulement la surface de tout ce qui est possible. La force, c'est que ça ouvre un univers de possibilités. Et je ne sais pas à quel point tout ça s'intègre bien avec Moodle. Je pense que oui, mais des fois, il y a des petits troubles et je sais que je fais fonctionner plusieurs plateformes avec Moodle et des fois, il y a des bugs. Et si vous essayez des choses un peu trop osées avec H5P, ça peut causer des petits bugs. Il y a des limitations, bien sûr. Si vous voulez avoir des questions ouvertes, il y a peut-être des limitations là-dessus. Je pense que la plus grosse limitation, c'est que c'est cette courbe d'apprentissage, cette période pour apprivoiser tout ça. Si vous avez jamais fait ça, ça peut être un défi au début. Et aussi, d'avoir accès à la banque de contenu à travers Moodle. Il d'arriver à la place où on peut faire des manipulations avec H5P, je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'on va dans H5P? Ah oui, et puisque c'est pas vraiment évident à travers l'appli, comment on peut avoir accès à H5P, il faut savoir. OK, je peux parler des questions ouvertes. La réponse courte, c'est non pendant la vidéo, mais ils permettent, je pense, un survol ou un résumé informatif. Les étudiants peuvent ce que vous pouvez dire est une question ouverte. Alors, si vous cherchez quelque chose qui contient le point final ou le résumé, mais à travers la vidéo H5P, malheureusement, non. Cependant, si vous trouvez un autre logiciel qui appuie les questions ouvertes, tant mieux. Alors, je vais parler rapidement de Edpuzzle. On voulait offrir une alternative à H5P. On utilise tous H5P avec Moodle, mais juste pour augmenter l'accessibilité pour tout le monde. Edpuzzle, une des limitations pour la force de Moodle, dans le Moodle, les données sont protégées. Et dans Edpuzzle, vous devez créer un compte. Et si les étudiants, si vous voulez que les étudiants puissent sauvegarder leurs réponses, ils ont besoin d'un compte. Alors, si vous voulez voir qui a complété, qui a utilisé la grille de correction vidéo, et vous pouvez aller voir qui s'est inscrit. Mais si vous offrez ça comme ressource pour les étudiants, quand ils ont besoin et vous ne faites pas de surveillance, ça peut être une bonne solution. Et dans Edpuzzle, vous devez assigner une bonne réponse à chaque question. Alors pour moi, c'est un peu un blocus parce que j'essaye de rendre ça le plus informatif possible et de refléter et de voir si on peut faire des listes de dépistage et dépistage va te donner un point. Non, c'est pas la bonne réponse ou il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Alors, j'ai utilisé ça un semestre et j'ai dit aux étudiants
Je ne peux pas arrêter le programme de vous donner des points. C'est juste une liste de dépistage. Vous pouvez aider, ça peut vous aider à organiser vos pensées. Ne tenez pas compte des bonnes ou mauvaises réponses pour ce qu'on fait dans ce cas-ci. Alors maintenant, on est ouvert à vos questions. Je vois pas le chat parce que je suis en PowerPoint, mais comme Carl a mentionné plus tôt, vous pouvez nous envoyer un courriel. On sera heureux de discuter, répondre à vos questions sur comment on fait tout ça. Je ne sais pas si, Carl, tu veux voir s'il y a des questions. Tu veux que je modère les questions-réponses, que j'aille voir? Bien sûr. Il n'y a pas de questions. Non. Mais j'ai une question. Allez-y. Ce sera pas long. J'aimerais savoir comment est-ce que la collaboration a eu lieu avec le projet. Comment ça a fonctionné? C'est une bonne question. Oui, allez-y, Carl. Alors, comment ça fonctionne ou comment ça a eu sa genèse? Comment ça a commencé? Ou les deux? Oui. Et avec les distributions des tâches, les réunions et... OK. Alors, je vais répondre à vos questions. Tim a mentionné qu'il a eu cette idée il y a plusieurs années et il travaille là-dessus depuis un bon moment et a décidé qu'il voulait essayer d'élargir, d'explorer davantage et voir si on peut adapter et utiliser cette idée dans différents contextes. Je pense qu'il m'a parlé de ça au départ, et j'ai parlé de Sonny et j'ai parlé de Stacy et il les a contactés et ça semblait être un bon groupe de personnes de différentes disciplines, même si Sonny et moi on est dans les sciences, on prend différentes approches, tous et chacun, et ça offre l'opportunité, l'occasion de prendre cette idée et l'implémenter dans différents contextes. Et on a encore beaucoup de matière à réflexion, de discussion. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir de très bonnes pistes d'exploration avec nos interactions, mais on va regarder tout ça. On est à 75% du processus. Le 25%, je pense, sera nous qui essayons de comprendre ce qui est arrivé dans nos cours et comment on peut mieux faire fonctionner ça dans nos contextes individuels. Et notre équipe est super et j'ai travaillé avec tout le monde ici de différentes façons. Dans le passé, on s'entend tous très bien ensemble. Tim est celui qui mène les réunions et donc c'est une superbe équipe. On a beaucoup de fun ensemble. C'est un projet très amusant et on est très heureux jusqu'à maintenant. Même si les résultats sont mitigés, des fois, on a de très belles pistes de réflexion et même à travers les choses qui ne fonctionnent pas. Je pense qu'on est tous sur la même page, dans le sens que essayons des choses et présentons les résultats honnêtement et ne pas essayer de couvrir ce qui n'est pas positif. On travaille avec les gens changent. On a parlé de différentes cohortes, différentes dynamiques, différentes années dans le programme et la motivation d'un programme, d'un quelqu'un qui est en sciences versus un programme professionnel. Et comme Carl a dit, on travaille très bien ensemble, on se rencontre en ligne. Et on peut travailler avec l'horaire de tout le monde, mais ça fonctionne bien, on se rencontre sur Teams. OK, merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, non. OK, il est midi 42. Oh, Karine avait une question sur H5P. Malheureusement, c'est une question que je n'ai pas de réponse complète, mais ça fait partie de comment j'utilise H5P. J'utilise pas ça comme quiz où les réponses sont bonnes ou mauvaises. J'utilise ça comme une liste de dépistage, une liste de rappel.
quand je monte quelque chose dans une grille de correction vidéo, rappelez-vous de ça ou avez-vous fait ça? Et je fais en sorte qu'ils cliquent activement pour noter qu'ils ont fait quelque chose. Mais je suis assez certain que vous pouvez contrôler ça avec H5P, mais je ne suis pas allé voir quelles sont les réponses spécifiques. Alors, j'ai pas de réponse spécifique à cette question. Et si vous pouvez aller voir les réponses des étudiants, oui, si l'étudiant va compléter tout ça, une des limitations, pas limitation nécessairement de H5P, une nuance, je dirais, c'est que il faut insérer un bouton soumettre les réponses. La vidéo va automatiquement produire des variantes, mais si vous avez H5P, c'est pas juste les vidéos interactives, c'est une des choses qu'on utilise, mais une des fonctionnalités qu'on utilise, mais vous pouvez assigner des points à chaque question. Ça peut être utilisé pour une évaluation, mais vous pouvez, si les étudiants ont écouté jusqu'à la fin et cliqué soumettre, H5P peut aller enregistrer les réponses individuelles, ou si vous avez assigné des points, ça peut générer un score. Alors, merci beaucoup pour ce webinaire. C'était très intéressant, très enrichissant et vous avez présenté ça de façon très claire, concise, très bien expliquée, très bien structurée. Alors, je vois que le contenu peut s'appliquer à plusieurs programmes et disciplines et j'apprécie votre travail.